Bonjour à tous. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour écouter Maurice Miara, donc, qui est doctorant en sciences de gestion à Toulouse. Alors, il faudra redire le nom de l'institut, j'ai l'impression qu'il est un peu long. Qui travaille avec Mohamed Gafsi et Philippe Boudès, ainsi que Thierry Rabier. Et il va interroger euh, une pratique agricole alternative qui est la traction animale et voir comment cette agriculture qui utilise des équidés aujourd'hui a un certain engouement qui interroge du coup la relation à l'animal et puis c'est cette pratique qui est remise au goût du jour. Et donc il va analyser cette pratique plus en détail à travers cette présentation. Je vous laisse la parole, Maurice. Mais je vous remercie. Je tenais à remercier l'association Cheval et SHS pour me donner l'occasion de m'exprimer sur mon sujet de doctorat, donc, qui est l'attraction animale agricole en France au XXIe siècle, dans une perspective de transition agroécologique. Pour réexpliquer rapidement le cadre dans lequel s'insère mon doctorat, donc j'ai un co-encadrement scientifique avec Mohamed Gafsi, professeur en sciences de gestion au LIST à Toulouse, et également Philippe Boud, professeur en sociologie de l'environnement à ESO Rennes. Cette thèse s'insère dans un partenariat public-privé et donc dans le cadre du dispositif CIFRE. Dans ce cadre-là, je travaille également avec l'INET, l'Institut national des équidés de travail, et donc avec Thierry Rabier. Je suis financé par, pour partie, la NRT, le Conseil scientifique de l'IFCE et le Fonds EPRON. Et donc, j'en profite ici pour remercier mes financeurs pour me permettre de réaliser ce travail. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler que de chevaux, on en parlera aussi, mais je vais vous parler d'équidés en général. J'ai mis un âne des Pyrénées sur ma première photo, c'est pour aussi montrer ça. Donc moi, je travaille sur la traction animale agricole en général. Donc pour remettre un peu de contexte sur la traction animale agricole, avant-guerre, on avait quand même une agriculture qui était, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, une agriculture qui était plutôt vivrière familiale, où la traction était majoritairement réalisée par des chevaux ou des bœufs. On voit sur cette photo 30 chevaux qui moissonnent dans les années 20. Donc c'est une photo qui est issue d'un livre du commandant Lefebvre des Noëttes. On a eu ensuite, suite à- à différentes lois, notamment les lois d'orientation agricole des années 60, une volonté de moderniser l'agriculture. Et cette modernisation est passée par une spécialisation, une intensification et donc une mécanisation du processus de production agricole. Cette mécanisation a entraîné un déclin du cheval et a entraîné dans son sillage ce déclin du cheval, en fait, un processus d'un développement d'une agriculture différente, d'une agriculture qu'on peut appeler agro-industrielle et d'une organisation de cette agriculture qui a en fait entraîné la fin de ce qu'on appelle les sociétés paysannes. Donc le sociologue Henri Madras évoquait dans un livre des années 50 la, de cette période la fin des paysans. Il est resté des paysans, mais on a assisté à la fin des sociétés paysannes et à la fin en fait de l'attraction animale. Donc cette modernisation aujourd'hui a prouvé qu'il y avait certaines limites et certains écueils qui lui étaient imputables. On a Edgar Pisani, qui était du coup ministre en fait, de l'Agriculture lors des lois d'orientation agricole des années 60, et donc qui a été un promoteur de cette modernisation, qui a dit en 2004, j'ai été productiviste hier, ce qui se passe aujourd'hui m'inspire plus d'inquiétude que d'espoir. Donc, cette petite citation pour montrer que si la modernisation a permis d'améliorer les rendements significativement, cela s'est fait au détriment de certaines contraintes environnementales, sociales, humaines. Et donc aujourd'hui, de nombreuses personnes, de nombreux courants appellent à une transition en agriculture, une transition agroécologique et même dans la société de manière générale, une transition énergétique. C'est dans ce contexte qu'on observe un regain d'intérêt pour l'utilisation des équidés, donc une source d'énergie renouvelable. Euh, ce regain d'intérêt, il est manifesté notamment par un nombre d'achats qui est plus élevé pour les chevaux de trait pour le travail, donc on le voit sur ce graphique produit par l'IFCE, même si ça reste des effectifs qui ne sont pas excessivement élevés.
on observe quand même une augmentation. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on va vers un cheval citoyen? Donc, j'ai repris cette expression d'un rapport prospectif qui a été réalisé par Jazz et al. En 2013, euh, qui questionne en fait quelle sera la filière équine à l'horizon 2030. Et donc, il y a un de leurs scénarios qui est intitulé Le cheval citoyen. Et donc, c'est un cheval utilitaire qui recrée du lien social entre humains et non humains. J'ai mis également des illustrations de chevaux utilitaires de manière plus générale que l'agriculture. Ça peut aussi être dans les collectivités territoriales, en débardage, pour le halage, pour l'entretien d'espaces naturels. Voilà. Donc, moi, je vais vraiment me focaliser sur l'agricole. Pour questionner cette pratique, il faut déjà essayer de se représenter qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en agriculture, c'est des utilisateurs qui sont principalement en maraîchage et en viticulture. On a, quand on parle de traction animale, en fait, principalement, on va parler de traction équine, donc réalisée avec des équidés. On a principalement des chevaux, mais on a également des ânes. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille sur ces deux animaux. Les bœufs, on en a quelques-uns, mais c'est vraiment à la marge. Le savoir bouvier, c'est perdu. Euh, Même si certains continuent à essayer de le maintenir vivant, on a peu de structures professionnelles qui travaillent avec des bœufs. Ce sont majoritairement des chevaux et des ânes. Donc, j'ai mis une carte qui est une carte non exhaustive que je suis qui est en cours de création. En fait, j'ai effectué un recensement pendant ma thèse. Donc, c'est le nombre d'utilisateurs de la traction animale agricole que je recense. Il y en a plus. Hein. C'est plutôt pour montrer en fait, que dans certains départements, on a quand même un nombre qui est assez élevé. On voit dans le Maine-et-Loire, on en a 18 recensés pour le moment, 33 en Gironde. Et ce chiffre est même beaucoup plus important. Donc, on a quand même un maillage assez important dans certains départements. On a aussi une filière qui est en reconstruction. Donc, cette pratique, elle s'insère dans un contexte institutionnel particulier en ce moment. On a donc une dynamique, mais on a une filière qui, depuis en fait, la fin des haras nationaux, a vu émerger de nombreuses associations et instituts qui travaillent, qui promeuvent l'utilisation d'équidés de travail dans différents pans de la société. Et ça vient en fait s'ajouter à différentes associations déjà qui étaient présentes depuis les années 80. On peut penser à Promata ou Hypothèse pour ne citer qu'elles. Et donc cette filière aujourd'hui est en train de chercher un chemin et donc est en construction ou en reconstruction depuis quelques années avec l'émergence de nouveaux acteurs. Pour questionner cette pratique, aujourd'hui, je voulais vous présenter les premiers travaux en fait, que j'ai fait au cours de ma thèse. C'est questionner la pratique à travers deux matériaux. Le matériau des articles de recherche scientifique et également celui des articles de presse généraliste. Donc, en fait, en appréhendant l'attraction animale par ces matériaux, on peut essayer de voir qu'est-ce que ça nous apprend sur la pratique. Donc, j'ai réalisé en fait deux méthodologies, une revue bibliographique assez classiquement utilisée dans des recherches sur des sujets peu traités, et une analyse de presse qui me permet en fait d'identifier quelles sont les perceptions autour de cette pratique par la presse et également de poser des premières pierres sur quelles sont les caractéristiques. Et à la fin, j'aimerais qu'on discute de quelques éléments saillants qui ressortent de ces deux questions. Alors, je vais d'abord vous présenter donc la revue bibliographique. Ça va être assez rapide puisque, en fin de compte, moi, je me suis intéressé, donc, comme je travaille sur le contexte français, je m'intéresse dans ce que j'appelle en fait les pays à agriculture majoritairement motorisée. Donc, on va retrouver là-dedans en fait l'Europe, les États-Unis, le Canada, enfin voilà, on peut appeler classiquement les pays développés, mais ce terme ne colle pas exactement à ce que je veux montrer. Je préfère utiliser le terme de majoritairement motorisé. Ma recherche a été effectuée sur deux bases de données qui sont Scopus et Web of Science. Et donc, on laissait passer certains articles. Ce n'est pas une recherche qui est exhaustive. Ce qu'on peut voir, cependant, c'est qu'on a une pratique qui est peu étudiée, avec peu d'articles de recherche sur cette pratique.
Au niveau des thématiques, on a 3 thématiques principales qui sont des thématiques plutôt technico-économiques, donc sciences du sol, sciences économiques ou énergie. Et c'est ce qui m'amène à formuler l'hypothèse qu'on est face à ce que Van der Poel nomme un trou noir de la recherche. C'est une pratique, c'est une zone de la recherche qui est laissée vide, une zone d'ignorance où en fait on sait peu de choses, où les savoirs sont majoritairement empiriques et détenus par le terrain et n'ont pas encore percolé dans les milieux académiques. Et c'est l'hypothèse que j'ai. Au niveau, pour recenser rapidement quelles sont les thématiques abordées, ce que j'ai dit, c'est majoritairement donc technico-économique. On a 3 thèmes qui ressortent. C'est des effets positifs sur les sols, donc c'est les aspects pédologiques, avec donc des avantages qui sont souvent cités par les utilisateurs en fin de compte. Le moindre tassement des sols, la meilleure qualité d'infiltration de l'eau, un travail de meilleure qualité. Également une piste pour le climat, ça on a plusieurs études qui le montrent, à la fois des études comparatives sur ce qu'étaient les émissions de gaz à effet de serre avant la modernisation et donc l'arrivée des machines, et des études aussi de modélisation. Donc, je vous ai mis un graphique qui est issu d'une étude sur le climat, qui est de Archaoui et Chazé-Piros, qui a été fait en France. C'est juste en fait pour montrer que en bas, on a l'efficacité de l'attraction. Donc, l'attraction est devenue plus efficace avec la mécanisation. Euh, mais en termes énergétiques, on a eu un basculement en fait du type de ressource. On est passé d'une ressource qui était à 95% renouvelable à une ressource à 95% fossile, et donc ça questionne également notre dépendance. Euh, des articles aussi qui sont intéressants, qui montrent que la pratique peut être viable sous certaines conditions, donc viable économiquement. Euh, Beaucoup d'articles sur les Amish qui montrent la performance des systèmes Amish, mais également des articles qui montrent la performance de fermes en traction animale qui ont de la valeur ajoutée en fait, et qui s'insèrent dans des circuits de commercialisation plutôt courts. Donc voilà un peu pour la revue bibliographique. Maintenant, je vais vous présenter plutôt l'analyse de presse, où je vais détailler un petit peu plus. Donc, en fait, j'ai souhaité faire une analyse de presse face au faible nombre d'articles scientifiques. Donc, j'ai souhaité approcher la pratique par la presse, par l'analyse de presse. Et en fait, l'analyse de presse nous permet de répondre à plusieurs questions. Déjà, sur la question de la perception, comment l'attraction animale est perçue en France aujourd'hui, et également d'émettre des premières hypothèses sur ses caractéristiques, sur qui sont ses utilisateurs, comment elle est utilisée et quelles sont ses spécificités. Donc, j'ai utilisé pour ça des analyses lexicométriques, des outils lexicométriques qui sont des analyses en fait, statistiques sur des corpus de texte. Donc, j'ai utilisé le logiciel Context Manager. J'ai analysé la presse généraliste française entre 2014 et 2021 sur l'attraction animale agricole en France. Et j'ai complété mon analyse par une lecture approfondie de 36 articles que j'ai sélectionnés de manière aléatoire. On peut, donc, je vais vous montrer les résultats de cette analyse. Euh, en gros, ce que j'ai cherché à voir, c'était quels étaient les termes qu'on retrouvait les plus fréquemment dans ce corpus. Et ensuite, comment ces termes s'agençaient entre eux pour identifier quels étaient les pôles en fait, principaux et donc les caractéristiques principales de cette pratique. Donc, voici la liste des multitermes les plus fréquemment retrouvés dans le corpus d'analyse, dans le corpus d'articles de presse. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a en gros, 5 items. Un item autour de l'animal, avec plutôt le chevaux de trait, la race. Donc, on va retrouver le cheval breton, le trait breton, également ses institutions avec les haras nationaux. Un item plutôt autour des réseaux. Donc là, ça va être réseau apprentissage. Ça va être des lycées agricoles, ça va être des démonstrations de traction animale, des portes ouvertes. Un item plutôt autour de la paysannerie, avec l'agriculture paysanne qui revient en 4e position, par exemple. Un item plutôt autour du localisme, donc là, ça va être tout ce qui est vente directe, circuit court ou encore marché de producteurs. Et un item autour des outils, donc où là, on va plutôt être sur tout ce qui est fait technique, donc les machines, le matériel agricole, ce genre de choses. Donc, une fois qu'on a ces multitermes, en fait, ça nous permet, le logiciel nous permet d'identifier comment ces termes réagissent entre eux et donc de réaliser ce qu'on appelle une carte de co-occurrence. Donc,
c'est une carte de co-occurrence. Cette carte de co-occurrence, en fait, on va classer les termes en fonction de leur proximité dans le corpus. Donc, plus un terme est gros, plus il est fréquemment cité, et plus un terme est proche d'un autre, plus il est en lien avec le terme adjacent. Ça nous permet d'identifier des pôles et donc d'identifier des caractéristiques à la pratique. On ne va pas rentrer dans le détail, on pourra revenir sur les questions si vous voulez là-dessus. Je vais directement montrer la simplification que j'en ai faite, qui est un petit peu plus lisible. Donc, on retrouve en fait un peu les pôles que j'ai décrits précédemment. Donc, on retrouve 6 pôles, le pôle autour des outils, le pôle autour de réseau d'ouverture, un pôle autour de ce que j'appelle l'agriculture durable, un pôle autour des enjeux sociétaux, un pôle autour de l'animal et de sa filière, et enfin un pôle autour du documentaire Trait de vie, qui est un documentaire réalisé par Sophia Arlo, qui suit le parcours de plusieurs utilisateurs de l'énergie animale, pas qu'en agricole. J'ai regroupé en fait, selon en fait, 3 caractéristiques, ces pôles. Une première caractéristique qui nous est donnée par la présence du documentaire Trait de vie. Donc, on a quand même regardé sur 6 ans tous les articles de presse qui traitaient de la pratique. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même le documentaire Trait de vie qui ressort et qui a un pôle à lui seul, ce qui montre le caractère en fait, marginal de la pratique, où lorsque un film est réalisé sur cette pratique, il arrive directement dans les sujets principaux et se fait une place parmi le corpus. On a tout un pôle que j'ai nommé agriculture alternative, en fait, qui vient mettre l'hypothèse, plutôt la confirmer qu'on est face à une pratique qui s'insère dans une agriculture alternative, où en fait l'ensemble agriculture durable, réseau ouverture, outils, enjeux sociétaux peut correspondre très bien aux caractéristiques d'une agriculture alternative. Et un pôle qui est intéressant, qui est en fait la spécificité de la pratique, qui est l'animal. Donc on voit qu'il est un peu à l'écart par rapport au reste de l'agriculture alternative, mais en fait, c'est vraiment la spécificité de l'attraction animale, c'est cette présence de l'équité sur la ferme. Et donc, on va détailler ça un peu après, en quoi cette présence implique une construction, une exploitation différente. Donc, tout d'abord, sur la pratique marginale, ça vient en fait confirmer ce qu'on a vu et ce qu'on a évoqué avec le côté noir de la recherche, le fait que c'est une pratique qui est peu mise en avant. On a en moyenne 1,3 articles par jour qui ressortaient dans notre corpus, donc ce n'est pas énorme. À la lecture qualitative des articles, on a en fait une pratique agricole qui est perçue comme folklorique. C'est une pratique qui est très positive. Les articles sont tous très positifs, mais elle est plutôt perçue quand même comme folklorique et ancienne. Donc, je vous ai mis 2 encas, l'attraction animale en agriculture, une technique ancestrale qui revient au goût du jour, ou l'attraction animale de retour dans les vignes du sud de l'Aisne. Ce côté positif, folklorique et ancien, en fait, ça c'est vraiment la perception et l'image que l'attraction animale conserve dans les articles de presse. Et en fait, cette perception va même être présente au sein même des agriculteurs, puisque là, je vous ai mis un extrait d'une discussion, d'un échange que j'ai eu avec un responsable syndical des jeunes agriculteurs. On parlait de l'attraction animale lors d'un entretien. Il me disait par rapport à ça que l'agriculture, ce n'était pas un domaine de plouc, que l'attraction animale était peu développable et que c'était un retour en arrière. Donc, on voit bien ce côté ancien, folklorique, une difficulté à être pris au sérieux. Et c'est renforcé par en fait, le caractère et la teneur des articles, qui sont, selon la classification de Chartier, des caractères insolites de proximité. Donc, c'est-à-dire que les articles vont être en fait réalisés dans le cadre du caractère insolite, donc un maraîcher en traction animale qui va faire les marchés avec son cheval et qui vend des produits bio, et de proximité parce que c'est le maraîcher du village. En fait, c'est souvent l'angle qui est choisi. Ça va être un des angles principaux et qui va être choisi pour aborder cette pratique. Il y a le côté alternatif que j'ai montré. Moi, je voudrais utiliser plutôt le terme paysan. On a vu l'agriculture paysanne était en 4e position dans les multitermes. Ce côté alternatif, pourquoi en fait paysan ça va dans le sens de ce qu'on peut appeler de repaysanisation. Donc, c'est Van der Ploeg, qui est un sociologue rural, qui nomme ça. Donc, la repaysanisation, en fait, c'est une dynamique qu'il observe, lui, en Europe,
qui en fait consiste à un retour et une volonté de nombreux agriculteurs de revenir vers des pratiques et des systèmes agricoles paysans, donc vers des modes de production en fait, qui s'opposent globalement au projet purement technicien de l'agriculture intensive. Ce qui est intéressant dans les travaux de Van der Ploeg, c'est que cette repaysanisation n'est pas uniquement liée aux exploitations agricoles, elle est en fait marquée par des volontés de projets de vie différents. Et en fait, c'est les projets de vie qui sont paysans. Et ça va avoir son importance puisque la présence d'un animal implique en fait que le projet ne soit pas uniquement professionnel mais agricole. Pas uniquement professionnel mais de vie. Et on a, dans le cas des pratiques paysannes et des pratiques agroécologiques de manière générale, ça a été plutôt montré que la diffusion et l'adoption de ces pratiques nouvelles elles passent fondamentalement par des réseaux qui peuvent être informels, et on a vu déjà l'importance de ces réseaux. Je vous ai mis un petit encart quand même pour contrebalancer ce côté paysan qui ressort de notre étude. C'est Vignoble de Nantes et si les vignerons utilisaient des chevaux et des robots. Donc, c'est ce petit encart pour montrer que si notre analyse de presse nous permet de ressortir des caractéristiques principales, ce n'est uniquement qu'en allant se confronter à la lecture approfondie des articles et à la rencontre des acteurs sur le terrain qu'on peut voir en fait qu'il y a une hétérogénéité dans la pratique et que certains envisagent d'utiliser des robots et des chevaux et dans ce sens ne s'insèrent pas forcément dans le cadre de la repaysanisation. Et donc, ce n'est pas une pratique qui est monolithique. Maintenant, on va venir un petit peu plus précisément sur l'équidé. Je vais passer un petit peu plus de temps sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui déjà est, est encore en réflexion dans ma tête. C'est un sujet où il faut que je creuse encore, mais ce que j'observe déjà, c'est que l'équidé dans la pratique, en fait, vient apporter plusieurs choses et vient bousculer plusieurs choses dans l'exploitation. L'équidé déjà apporte une cohérence dans le projet de la ferme, une cohérence dans un projet agroécologique, avec un retour en fait une volonté d'avoir des animaux sur la ferme dans le cadre d'un projet de polyculture élevage et qui s'insère donc plutôt dans l'agroécologie, avec un bouclage en fait du cycle des nutriments, une utilisation de la matière organique, une valorisation également des prés ou des terres qui sont peu favorables à la culture de produits maraîchers, de viticulture, de produits de vente. Le cheval, c'est un marqueur, enfin le cheval ou l'âne, l'équidé, est un marqueur important dans des projets de vie. Ce que j'expliquais à l'instant, c'est on a vraiment des projets de vie en fait autour de fermes alternatives, plus que des projets professionnels. Le cheval impose, de par sa présence permanente, dans le cadre bien sûr de l'utilisation en interne de l'énergie animale, impose d'avoir un projet qui est centré autour de lui. On a cette spécificité du fait de cette relation au travail et de ce partenariat en fait, qui s'effectue entre l'homme et l'équidé. C'est un partenariat au travail, c'est un partenariat même plus généralement, puisque l'homme va être contraint par le cheval, l'âne, à effectuer donc, des astreintes, à rester les week-ends, à ne pas pouvoir partir en vacances, et donc vraiment on va construire son projet alternatif professionnel autour de ça. Euh, Au travail, ça a été montré, l'équidé est perçu par les utilisateurs agricoles comme un compagnon. Il n'est pas perçu comme un animal de compagnie. Donc, c'est une étude de Muller qui a été effectuée en 2019 sur des vignerons qui montre bien ça. Ce n'est pas perçu comme un animal de compagnie, c'est vraiment un compagnon, un partenaire de travail. Mais les vignerons avaient également du mal à le définir comme un outil. Et d'ailleurs, lorsque l'on lit les articles de manière plus approfondie, euh, les chevaux sont nommés par leur prénom, ou les ânes sont nommés par leur prénom. Ils ont une importance en tant qu'agents, en fait, dans ces articles. Tandis que les outils, par exemple, ne sont pas nommés. On pourrait très bien avoir la cassine qui serait nommée, qui se retrouverait, la cassine qui est un outil de traction animale et qui est fortement utilisé, et qui se retrouverait dans les termes les plus utilisés, mais pas du tout. Donc on a quand même une importance. Bernadette Lisée évoque le fait patrimonial, donc ce retour à l'attraction animale qui évoque donc un fait patrimonial, le fait de réutiliser un savoir-faire euh, ancestral, bien que les utilisateurs se réclament d'une traction animale moderne, notamment Promata qui défend en fait une nouvelle utilisation de l'attraction animale, avec certes des techniques ancestrales, mais une nouvelle manière de la pratiquer. Et j'aimerais aussi questionner
un basculement, en fait, un changement de paradigme autour de la présence d'équidés sur une ferme qui impose en fait des contraintes spatio-temporelles différentes, effectuant une foulée de côté. Les contraintes spatiales qui changent, les fermes sont généralement beaucoup plus petites du fait de la présence d'un équidé qui ne peut pas travailler autant d'hectares qu'un tracteur. Et le repart au temps est complètement modifié puisque les temps de travaux d'un équidé sont bien plus lents qu'un tracteur. Et donc, en fait, on a un rythme euh, de travail et un ancrage territorial qui est différent avec l'équité. Et en ce sens, beaucoup d'agriculteurs vont évoquer le fait de travailler au rythme de la nature sous les contraintes naturelles, des contraintes biologiques, et vont donc, dans ce sens, se retrouver dans ce projet qui s'oppose à l'agriculture modernisatrice. Donc, globalement, quel développement pour demain? On l'a vu un peu, j'ai présenté quelques aspects qui semblaient plutôt positifs pour la pratique, j'ai présenté un regain, j'ai présenté euh, des facteurs favorables à son développement, j'ai présenté ses caractéristiques qui semblent s'insérer dans la transition agroécologique et donc dans une transition qui est en cours et qui est amenée à se développer. Pourtant, je vous ai mis une réponse de l'Assemblée, du gouvernement à l'Assemblée nationale d'une question qui a été posée en 2020 lors de la crise du Covid sur la pertinence face à nos modèles basés sur des énergies fossiles, de soutenir les énergies animales. Je vous invite à se focaliser sur les trois dernières lignes. Donc la réponse du gouvernement, en conséquence, si cette utilisation traditionnelle des animaux domestiques peut avoir une pertinence dans certaines situations ponctuelles, elle ne peut constituer une solution de grande ampleur viable face au défi de la transition énergétique. Donc, on retrouve cette question de viabilité. Moi, c'est une question que je vais, creuser dans la suite de ma thèse, c'est la pratique est-elle viable? Est-ce que vraiment c'est uniquement dans certaines situations ponctuelles, ou alors, comme on le voit dans certains départements où on a beaucoup d'utilisateurs de la pratique, on peut généraliser à certains contextes et qui ne seraient pas des situations ponctuelles. Quels sont les freins à son développement? Je vous ai mis un graphique, il y a plusieurs autres freins qui sont identifiés déjà, mais ici, c'est l'effectif des équidés de travail. C'est un frein qui est assez évident. On assiste à une baisse du nombre d'équidés de travail en France. Et donc, ça pose des questions sur le renouvellement du cheptel et la préservation de ces races. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous évoque en fait l'attraction animale et l'utilisation d'équidés en agriculture? Pour monter un peu en généralité, en fait, on assiste à une proposition de société paysanne où l'animal a toute sa place, où l'animal retrouve sa place. Le paysan, en traction animale, a une identité professionnelle qui est forte. Cette identité professionnelle, elle est déjà forte en tant que paysan, mais elle est encore plus marquée avec la présence de l'animal, qui lui impose des contraintes qui sont fortes, mais dont il se revendique et qui justifient en fait par là même sa démarche alternative. Euh, Ça questionne également notre rapport aux énergies fossiles, notre rapport à l'autonomie. Et en ce sens, je vous ai mis un extrait du journal de Chartres de 1859, qui en fait a été repris dans le livre Reprendre la terre en machine, qui est donc éponyme au titre de ma diapositive, qui est une expression que je trouve particulièrement pertinente dans le cadre de la pratique. Donc le livre de l'atelier paysan. Et donc cette citation, c'est: le jour où la première moissonneuse paraîtra dans nos campagnes sera celui qui marquera la fin de la dépendance des laboureurs. La question sous-jacente, et donc l'hypothèse, c'est que l'attraction animale redonne également de l'autonomie aux paysans. Euh, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que l'attraction animale, c'est une pratique qui est plutôt marginale, qui est traitée comme telle, qui est perçue encore comme folklorique. Euh, Cependant, c'est une innovation qui est en cours, qui se fait au sein de mouvements alternatifs paysans, où l'animal a un rôle prépondérant, et qui, en ce sens, s'insère dans la transition agroécologique. Et donc, cette pratique mérite d'être creusée et questionnée. Cependant, et c'est bien là le biais de l'analyse de presse, comme je l'ai expliqué, on assiste en fait on ne voit uniquement que l'effet de halo, c'est-à-dire les représentations qu'il y a autour de la technologie. Et donc, ces représentations nécessitent une confrontation au terrain. C'est ce que j'ai effectué au cours de la fin de l'année 2022, puisque je suis allé réaliser des entretiens auprès d'agriculteurs pour analyser la pratique. Donc, vous voyez sur la droite de l'écran la carte qui montre où je suis allé. Ces résultats sont en cours de traitement et seront présentés lors du colloque du 7 mars à Chantilly de Cheval et SHS, ce qui est donc un très bon teaser pour vous donner envie de venir. Et ensuite,
plus ultérieurement, dans mes recherches, j'analyserai la viabilité de la pratique. Avant de terminer, je voulais juste vous présenter 4 sources si vous vouliez approfondir sur ces sujets. Donc, ce n'est pas du tout des ressources exhaustives, mais c'est des ressources qui sont assez souvent citées. Donc, on a le site de Probata, qui est une association qui promeut l'attraction animale moderne et le matériel. On a le blog d'Hypothèse. On a également la médiathèque de l'IFCE, qui est très, très riche. Et on a également le site Énergie Cheval, qui est un site développé par la SFET, où on a quelques rapports. Je vous remercie de votre attention et je vais juste, avant de conclure, afficher rapidement les références que j'ai citées. Comme ça, sur la vidéo, vous pourrez mettre pause pour aller les consulter. Merci beaucoup, Maurice. C'était très, très intéressant. On va passer un petit temps de questions. Alors, je ne sais pas si Étienne a des questions. Moi, j'en ai, en tout cas, mais je peux laisser la parole. Étienne a des questions. Moi, j'en ai, en tout cas, mais je peux laisser la parole. Non, bah, allez-y. Ok, je vais commencer dans ce cas-là. Alors, ok, je vais commencer dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, du coup? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, du coup? Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais des questions. Donc, en fait, le but, c'est de voir finalement comment les équidés peuvent s'intégrer dans une agriculture durable. Donc, on est d'accord, enfin, ça, c'est des grandes théories. Il y a 3 piliers dans le développement durable, donc, qui est l'environnement, le côté social et le côté économique. En termes économiques, parce que finalement, vous avez un petit peu abordé le sujet, mais je ne sais pas si vous avez des chiffres ou non. Est-ce que, comment dire, est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un équidé par rapport à une machine, finalement? Et quels sont finalement les rendements, quelle est la balance entre les deux, entre le coût d'un équidé et puis les rendements qu'on peut avoir avec un équidé par rapport à une agriculture plutôt motorisée? Est-ce qu'on a des chiffres ou pas? Parce qu'en fait, c'est ça la question du viable ou non. Ouais. Alors, je vais commencer par répondre un peu à côté, mais je vais revenir après là-dessus. Justement, sur la question de la viabilité, en fait, ce que montrent mes enquêtes et ce que je présenterai plus tard, c'est que la question de la viabilité, et notamment de l'aspect économique, en fait, est modifiée de par la présence de l'animal, puisque les buts recherchés par les paysans ne sont pas les mêmes. Et donc, comparer une exploitation avec des machines et comparer une exploitation avec un animal n'est pas forcément pertinent, puisque en fait, les paysans vont plutôt rechercher un revenu décent qui ne sera pas forcément le même, qui ne sera pas forcément en fait, aussi élevé. Ils vont avoir un mode de vie, un projet de vie qui va être associé, qui va être différent. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même avoir une rentabilité suffisante pour permettre aux paysans de vivre. Euh, ce que j'ai vu sur le terrain, je n'ai pas de chiffres là à donner précisément. Ce que j'ai vu, il y a des études qui montrent que en fait, on a notamment sur des fermes amish aux États-Unis, des fermes qui dégagent plus de revenus à l'hectare, qui sont plus productives à l'hectare. Après, c'est des modèles qui sont particuliers puisqu'il y a beaucoup de travail non salarié avec les enfants. Également des attelages qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a en France avec quelquefois des dizaines de chevaux attelés. Ce que je peux dire, c'est que clairement, en viticulture, on a un surcoût à utiliser des animaux. On va avoir des temps de travaux qui vont être à 10 fois plus élevés. Donc, si on raisonne en temps de travail, on va être perdant. Après, on peut raisonner aussi en termes d'investissement, où même si les équidés de travail ont vu leur prix augmenter assez fortement ces dernières années, on a quand même des coûts qui sont plus faibles à l'achat. Donc, pareil, entre 4 et 7 000 à 8 000 euros, on va dire, en moyenne pour un cheval dressé. Ça va être beaucoup moins encore pour des ânes. Sur le coût annuel, on va être aussi plus faible qu'un tracteur. Sur des ânes, on va vraiment avoir des coûts qui sont très très faibles.
Donc, en fait, ça questionne aussi, par exemple, dans le cadre de petites structures, la pertinence d'avoir un investissement sur un tracteur qui va, euh, qui va en fait imposer des charges qui vont être importantes au fil des années, tandis qu'avoir un âne, par exemple, va avoir des charges beaucoup plus faibles. Au niveau de la pertinence économique, moi j'ai vu des exploitations qui dégageaient des chiffres d'affaires de 70 80 000 euros pour deux maraîchers, et donc des chiffres d'affaires qui sont en fait dans les mêmes ordres de grandeur que des fermes en traction motorisée. Mais j'ajouterais, pour conclure en fait là-dessus, que ça va beaucoup dépendre des débouchés et que en fait, l'entièreté des enquêtés est en circuit court pour avoir une valeur ajoutée sur les produits. Ok. Et Et oui, donc ça, j'espère vous donner des chiffres plus précis dans un an et demi ou deux quand j'aurai fini ma thèse. oui, du coup, ce serait intéressant de voir par rapport à une exploitation, on va dire traditionnelle, voir quels sont, en fait, enfin, c'est un petit peu le but de la thèse finalement, voir si c'est viable, vivable Mm. ou non. Du coup, oui, donc c'est hyper intéressant ces questions-là. Oui, du coup, donc je savais pas qu'on utilisait encore des ânes de l'attraction animale. Euh, Certainement, c'est parce que c'est des exploitations plus petites, j'imagine. Ouais, alors les ânes, ils vont plutôt se retrouver en maraîchage, dans les exploitations. Les chevaux, on va les retrouver plutôt en viticulture. On peut avoir quelques mulets qui vont travailler dans les vignes, mais ça va être surtout des chevaux. Donc, on va les retrouver en maraîchage. Donc, c'est des exploitations qui sont plus petites euh, et qui, du coup, aussi ont des chiffres d'affaires, des investissements qui sont plus faibles. Et donc, là, comme j'expliquais, est moins cher à l'achat et moins cher à l'entretien. On a aussi des hybrides, des exploitations qui mobilisent à la fois des chevaux et des ânes, où le cheval va effectuer les travaux lourds du sol, donc des reprises de parcelles, du labour, et l'âne va effectuer des travaux qui sont plus précis. Le cheval, en fait, va travailler sur des écartements qui sont plus grands de par sa taille, euh, alors que l'âne va pouvoir travailler sur des écartements plus faibles et donc passer plus facilement aussi par exemple dans des serres ou ce genre de choses. Mais c'est quand même plus majoritairement, on retrouve plutôt des chevaux en agriculture, mais il y a encore des ânes. Et Et il y a aussi le pardon. côté rapport à l'animal, où le cheval peut paraître plus impressionnant que l'âne. Et donc certains maraîchers aussi se tournent plus facilement vers l'âne lorsqu'ils n'ont pas eu de rapport avant avec des équidés. Ok. Et il n'y a pas cette. Enfin, il a un petit peu cette réputation, là, d'être un peu caractériel. Il n'y a pas ce côté un peu répulsif de se tourner plutôt vers un âne. Ah bah, là-dessus, moi je suis pas utilisateur, donc je n'ai pas Ouais. expérimenté le côté caractériel de l'âne. Je pense que enfin, c'est des manières d'appréhender l'animal qui sont différentes entre l'âne et le cheval, mais ce n'est pas quelque chose qui est ressorti vraiment de mes enquêtes là-dessus. Je vais un peu botter en touche, j'ai pas envie de tomber dans les clichés sur l'âne et le cheval. Ah, mais moi, je partais vraiment d'un cliché aussi, donc il y a pas de problème, hein. C'était vraiment une question pour savoir si ça se vérifiait ou pas sur le terrain, mais bon, s'il y a pas de. S'ils se sont pas plaints, finalement, c'est que ça a l'air d'aller. Euh, oui, du coup, je me posais la question en termes d'élevage. Alors, d'où viennent les équidés finalement? Est-ce qu'il y a encore des élevages qui sont dédiés à cette traction animale? Parce que c'est quand même un peu particulier comme métier, hein. C'est quand même c'est un cheval qui travaille, ou un âne. Donc, où sont les élevages et finalement, combien de temps on utilise ces équidés aussi sur les exploitations? Ouais, alors majoritaire, enfin, c'est les équidés, on a encore des élevages en France. Euh, donc le débouché principal pour les chevaux de trait reste le débouché de la boucherie, euh, enfin, le débouché principal. On a une partie qui va être utilisée donc, pour le cheval utilitaire. Donc après, on a plusieurs types d'élevages. On a des élevages qui vont uniquement faire naître ces équidés, qui vont ensuite être rachetés par
les personnes qui vont les dresser, les former. Donc, on a des écoles de formation, on a également des agriculteurs qui forment quelques chevaux, Mhm. quelques ânes à l'année. Et on a également des élevages qui vont les dresser. Alors après, là, le dressage et l'âge au début du travail va dépendre des personnes. On a certaines personnes qui considèrent qu'on peut commencer à travailler réellement dans les champs à partir de 3 ans avec un équidé. D'autres vont considérer que c'est plutôt à partir de 6 ans qu'on peut réellement effectuer des travaux importants. Donc là, ça va dépendre des écoles et, euh, et donc, cet âge de début de travail va en fait modifier le temps de présence de l'animal sur la ferme. En général, on peut travailler jusqu'à 20 ans à peu près avec un cheval, un peu plus longtemps avec un âne. Euh, mais il y a quand même, comme il y a ce rapport qui est très, très particulier en fait, entre l'utilisateur et l'animal. Et donc, il y a une attention qui est portée, qui est très importante, moi, que j'ai trouvé très importante sur le bien-être de l'animal. Et donc, en fait, la question de l'âge arrivant, j'ai souvent vu en fait des transitions où on avait des chevaux qui avaient 18-20 ans et l'achat d'un cheval qui était plus jeune, qui était encore en fin de formation et qui était amené à prendre en fait la suite du cheval plus âgé. Et donc, en fait, petit à petit, au fur et à mesure de la fin de carrière du cheval ou de l'âne, l'animal va être amené à effectuer moins de travaux difficiles physiquement ou ce genre de choses. Ouais, j'allais poser la question justement, est-ce qu'il y avait une transition entre du coup le vieux cheval et puis le jeune qui allait remplacer? Et du coup, le vieux cheval, est-ce qu'il reste sur l'exploitation ou est-ce que il va être entre guillemets évacué à la boucherie par exemple ou autre, ou mis à la retraite dans une association Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une question. Alors, moi, c'est une question que j'ai peu abordée puisque les fermes sont quand même des fermes assez jeunes que j'ai vues. Donc, la question de la retraite ne se posait pas pour beaucoup, dans beaucoup de cas. Euh, Ce que j'ai vu quand même globalement, c'est que du fait de ce lien, de ce partenaire, il n'y avait pas de boucherie dans ce que j'ai enquêté. Pour autant, beaucoup d'utilisateurs peuvent consommer de la viande chevaline, mais pas considérer qu'ils avaient travaillé avec ce cheval et donc ils ne voulaient pas. Donc, soit on va avoir des structures qui vont à côté en fait avoir de l'élevage ou du dressage et donc en fait des troupeaux déjà et des prés en quantité suffisante pour garder l'animal auprès d'eux. Ou sinon, on va avoir des recherches pour les mettre dans des associations ou ce genre de choses, des retraites, des, des fins de vie avec des pensions, des chevaux qui deviendront plus des chevaux de loisirs, quoi. Ok, ouais, c'est hyper c'est intéressant quand même. C'est vrai qu'on travaille, enfin, il travaille avec du vivant, donc c'est vrai que ça se pose cette question de la retraite. Euh, bon, j'ai encore une dernière question, après je donnerai la parole à, à Étienne s'il a des questions. Euh, Vous avez évoqué l'attraction animale du coup en Amérique du Nord, avec beaucoup d'exemples finalement avec la communauté Amish. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples euh, en dehors de cette communauté de traction animale? Parce que bon, c'est un peu particulier, hein, les Amish, mais est-ce qu'il n'y a pas un retour aussi à cette traction animale dans d'autres fermes non Amish du coup? Mhm. Si, hein. Comment en fait en Europe, hein, on assiste aussi aux États-Unis et encore plus à l'émergence des mouvements alternatifs agricoles et donc un retour de l'attraction animale, notamment aussi en maraîchage avec tous les questionnements autour de la permaculture. Les Amish sont ressortis de mon étude bibliographique. Les 4 études des États-Unis étaient sur les Amish. Et donc, enfin, 3 études étaient sur les Amish. Une étude était une expérimentation sur du maraîchage avec des chevaux. Donc, on assiste aussi à ce retour-là. Et, euh, et d'autant plus rapidement d'ailleurs, puisqu'aux États-Unis, ils ont bénéficié de la conservation du savoir-faire par les Amish, de la conservation du matériel. En Europe, on importe encore du matériel Amish, car c'est du matériel de qualité où il y a toujours eu des innovations dessus. Pas que d'ailleurs pour l'agricole, hein, pour tout type, hein, pour toute utilisation du cheval utilitaire. Et du coup, c'est d'autant plus facile pour les utilisateurs aux États-Unis
on a gardé un réservoir d'équidés plus important, d'équidés de travail aux États-Unis. On a gardé des savoir-faire sur le dressage, sur la formation, sur le menage, sur l'outillage qui est plus important. Et donc, on y assiste. Je n'ai pas d'exemple précis puisque ma revue bibliographique ne m'a pas permis de montrer ça, mais j'ai vu des vidéos et des choses comme ça. Ouais. Ok, c'est super, super intéressant, merci beaucoup. Est-ce que Étienne a des questions du coup? Oui, alors à la fois des questions et puis surtout des remerciements. Oui, non, c'était très riche, c'était très dense et j'ai, à titre personnel, en tout cas, hâte de connaître la suite qui va être donnée à tout ce que vous nous avez dit là. Juste deux petites choses, effectivement, je pense que il y a enfin, un enchaînement, un lien à faire entre les travaux, les différentes natures d'emploi qu'on fait de ces animaux, l'âge à la fois des utilisateurs et des animaux, et ça vous l'avez parfaitement expliqué tout à l'heure, on a vraiment deux situations très, très tranchées, deux avis quasiment opposés. Et puis se pose aussi la question de la formation des utilisateurs, parce que bah oui, il y a peut-être ce goût, il y a peut-être cette envie, il y a une structure qui existe, il faut la faire vivre, il faut voilà, on est dans le cadre entre guillemets d'une entreprise, alors certes agricole, mais donc il y a aussi toute une formation initiale à la fois à l'utilisation et l'entretien d'un animal de travail, et puis à la configuration du travail. Et là, je rebondis aussi sur ce que vous disiez très justement tout à l'heure, c'est le matériel. Alors là, je troque ma casquette d'utilisateur éleveur et je mets ma casquette d'historien pour bien scinder la question de la mécanisation et de la motorisation des travaux. C'est-à-dire que en fait oui, il y a une mécanisation de l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de toute une série de plans qui nous conduisent de l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 60, et puis bah, évidemment avec l'appui du ministère Pisani. Mais la mécanisation, elle commence, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure très justement, dès le milieu du 19e siècle. Et finalement, sans mécanisation de l'agriculture, on n'a pas la création des grandes races de traits, qu'elles soient chevalines, bovines, et puis la spécialisation même ensuite de quelques races asines avec la sélection de types bien particuliers qui cherchent leur agrandissement et un petit peu plus de poids précisément pour une traction dans l'agriculture vivrière notamment. Voilà. Et ouais, c'est des questions qui me paraissent vraiment très très importantes. Effectivement, je pense que vous avez raison aussi de dissocier complètement le modèle nord-américain Amish d'une dynamique plus européenne qui, de toute façon, elle aussi, ne peut pas aller vers quelque chose de beaucoup plus traditionnel et historique, par exemple en Afrique, autour de l'attraction asine, mais aussi des dromadaires, etc., ou d'un certain nombre de bovins. Non, mais enfin, tout ça est très, très, très intéressant et franchement, toutes ces questions me passionnent, vous l'aurez compris, et j'espère qu'on va rester en contact parce que, ouais, il y a plein de choses qui vont émerger et dont on a besoin aujourd'hui par rapport au renouveau d'une traction animale agricole, alors au sens large, hein, viticole et forestière, mais ouais. Non, mais merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Mais merci pour ces remarques. Et oui, c'est vrai que sur la mécanisation et la motorisation, il faut bien distinguer les deux. Et en fait, la motorisation a permis la mécanisation intensive et la spécialisation et tout ce qu'on connaît. Mais
Je n'ai plus de questions, mais c'était vraiment super intéressant. Et puis, moi, je suis contente qu'Étienne soit là parce que c'est vrai que comme il y a un petit peu la figure du chartier qui était là aussi, du coup, ça a fait un petit peu le pont entre ce qu'on faisait au 19e, 20e, et puis du coup, bah, cette pratique qui revient aujourd'hui. Franchement, je suis très contente de vous avoir tous les deux. Finalement, c'est top. C'était hyper intéressant. Donc, j'ai hâte de voir la suite au colloque, du coup, comme ce sera sur du coup, sur le ressenti finalement de ces pratiquants, c'est ça? C'est ça, j'essaierai de m'interroger plus sur pourquoi est-ce que ces personnes s'installent, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs trajectoires, qui sont-ils, et comment ils s'installent, quels sont les freins auxquels ils sont confrontés. Donc, on parlera d'outils, on parlera de formation, on parlera de chevaux, et on parlera de motivation, de valeurs. Donc, voilà. Ok, ça s'annonce super intéressant. J'ai hâte de voir ça, du coup. Merci à vous deux. Je vais couper tout de suite l'enregistrement.